bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet un petit peu différent de ce qui a été présenté jusqu'à présent, parce que c'est un projet qui est assez long dans la durée et qui remonte à pas mal d'années, et au moins une vie antérieure pour moi. C'est-à-dire que ça a démarré dans un boulot précédent et puis maintenant on a créé une société. Donc l'aile rhomboïde de la conception au vol. Alors, on va revenir plus près. On a créé cette société Flyair en 2013. C'est une toute petite entreprise, on n'est que 7 permanents. Et notre cœur de métier, c'est la définition, la conception, la fabrication et les essais en vol de systèmes d'avions à aile rhomboïde pour application drone. C'est classé comme une jeune entreprise innovante et nous sommes en cours de certification EN 9100 puisqu'on devrait passer l'audit, enfin, on passe l'audit la semaine prochaine. Alors, avant de parler qu'est-ce que c'est qu'une aile rhomboïde, on va revenir un peu en arrière. Il y a environ une quinzaine d'années, je travaillais pour une assez grosse société dans le domaine militaire aéronautique et j'étais le chief designer pour tout ce qui est la partie drone. Et on m'a demandé de dessiner un avion spécifique qui puisse se déplacer latéralement sans créer ni pitch, ni roulis, ni lacet. Alors bien évidemment il y a déjà des choses qui existent dans ce domaine dans le monde et sont généralement des ailes assez trapues avec de grandes surfaces verticales en bout de façon à générer des forces latérales. C'est pas très efficace comme avion, c'est assez complexe à contrôler, donc j'avais une grosse expérience dans les ailes Horten, c'est-à-dire des ailes sans surface verticale, et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à gratter avec une aile Horten. En faisant pas mal de recherches sur internet, je suis tombé sur un dessin qui faisait voir de face un losange, qui disait ça c'est un avion, ça s'appelle une aile rhomboïde, qui a une aile rhomboïde, et si vous faites bouger les surfaces de contrôle de cette manière, vous créez une force latérale. Alors bien évidemment, ça rentrait tout à fait dans mon cahier des charges, et j'ai commencé à creuser. Et ça remonte à il y a 15 ans, c'est l'époque où tous les gros groupes, que ce soit Boeing, Lockheed Martin, Airbus et d'autres, travaillaient sur tout ce qui est des ailes, pas des biplans, mais des ailes soit ce qu'on appelle box wing, ailes jointes, rhomboïdes, qui a encore une forme un peu particulière, mais toutes ces ailes qui créent une aile d'envergure quasi infinie. Donc j'ai été voir la direction et je leur ai dit, vous savez, là je suis en train de m'embarquer dans un truc, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont donné carte blanche. Et avec d'abord une approche basique de calcul à la main, puis après avec des logiciels pour faire des simulations, je suis arrivé à créer un modèle relativement petit qui correspondait au carnet des charges et qui, suivant la modélisation, arrivait à se déplacer latéralement. Bien évidemment, c'était juste ma parole contre tout le monde, donc j'ai demandé si j'avais le droit d'aller plus loin, on m'a donné carte blanche, donc on a construit un appareil, on a fait des essais en vol et ça a été absolument remarquable. Comme toujours dans ce genre de situation, quand quelque chose se passe trop bien, à la limite, on revient vers vous et on vous dit c'est bien ce que tu as fait, mais il va falloir en faire un plus gros. En aéronautique, en général, en design aéronautique, faire une homothétie, c'est relativement simple. On met un coefficient et en général, surtout quand on va du plus petit vers le plus gros, les performances sont généralement meilleures quand on fait juste un scale-up, c'est-à-dire juste une homothétie directe. Et quand j'ai essayé de faire ça sur ce type d'avion, j'avais des performances très nettement inférieures, on parle de l'ordre de 30%, aux performances de l'avion plus petit. Donc il y avait un os dans le pâté, comme on dit. Donc je retourne voir la direction, je leur dis, vous savez, vous voulez un avion plus gros, mais ça ne va pas être simple. Tu y es arrivé une fois, il faut que tu y arrives une deuxième fois. Et effectivement, ça m'a pris plus de temps pour dessiner le deuxième avion que le premier, mais je suis arrivé avec des performances qui étaient supérieures au premier. Donc je retrouvais un petit peu ce qu'on retrouve quand on fait une homothétie sur un avion classique. Donc une aile rhomboïde, c'est quoi? En fait, c'est un biplan, c'est-à-dire que c'est un avion qui va être extrêmement compact, qui est très efficace puisqu'il a une grande envergure, il a soi-disant une envergure infinie, et qui a une très grande gamme de vitesse, comme une aile delta. Donc ça donne l'aile rhomboïde en dessous. C'est un raccourci, mais il y a pas mal de vrai dedans, c'est assez proche de la réalité. Donc comme vous le voyez, une aile rhomboïde, c'est une aile qui va donner une forme de losange sous les trois axes. Forme de losange grossière, mais sous les trois axes. Alors,
pourquoi le rhomboïde? Après avoir fait toutes ces études, enfin toutes ces recherches sur ces deux avions particuliers, on s'aperçoit que c'est un avion qui est compact, avec des performances similaires à un avion avec une aile cantilever, qui a 2 fois plus d'envergure, mais qui a une surface à l'air équivalente. C'est un avion qui a une très très importante manœuvrabilité et des performances élevées. Et une de ses applications, c'est de travailler dans des conditions météo difficiles, parce qu'il est très réactif, donc pour faire des applications de drones maritimes. Un autre point du rhomboïde, c'est qu'il a une excellente finesse sur une très large plage de vitesse. C'est-à-dire que en jouant sur les surfaces arrière et les surfaces avant, on arrive à garder une finesse qui est très supérieure à la moyenne et qui est constante sur une grande plage de vitesse. Quand on a créé la société, on m'a demandé, mais on est basé à La Réunion, c'est stratégique, et on a été approché par la Technopole de La Réunion. Ils ont dit, mais votre projet, ça nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je dis, vous savez, moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est que j'ai dessiné 2 avions, il y en a un qui vole, qui a très bien volé, on a fait à peu près 12 prototypes avec tout un tas de différentes propulsions, ça allait de l'hélice en pousseur jusqu'à la turbine. Mais je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas arrivé à trouver de hôtessie. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui est plus compétent que moi, qui valide ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer une relation avec l'ONERA. Et l'ONERA a refait les simulations des avions que j'avais dessinés. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un avion, une aile rhomboïde, en fait, n'a pas besoin de surface verticale telle que l'aile Orten. L'aile Orten est à gauche, l'aile rhomboïde est à droite sur l'image. Et quand vous combinez les portances des 2 surfaces de l'aile rhomboïde, vous avez l'équivalent de la portance, de la distribution de portance sur une aile Orten. Or, tout le monde sait, dans l'aéronautique, c'est assez technique, que la stabilité en lacet, elle est due à ce phénomène. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'aérodynamique, il n'y a que quelques noms qui ont vraiment marqué l'aérodynamique. Hein. Il y a les tout premiers, les pionniers, et puis après il y a des gens qui ont gratté. Les frères Orten, c'est des Allemands, c'est eux qui ont mis au point cette aile, et ils ont découvert, après Prandtl, toujours un Allemand, qui avait en gros fait 50% de la théorie du lift. Les frères Orten en ont découvert un autre 35%. Il restait 15%, et les 15 derniers pourcents ont été découverts, vraiment mis sur papier il y a à peine 2 ans par un Américain, et ils ont démontré que les stabilités des avions et des oiseaux et toutes ces choses-là, c'était dû à cette petite anomalie en bout d'aile. C'est-à-dire que le bout d'aile ne porte pas, mais il déporte. Et c'est ce qui crée la stabilité en latéral. Ça a été confirmé par cette distribution a été confirmée par l'ONERA, et on est entré en partenariat avec l'ONERA qui a modélisé notre modèle AutoCAD de l'avion pour après faire le maillage et faire toutes les études aérodynamiques avec leur code ELSA. On ne va pas rentrer dans des trucs très techniques. Le résultat de droite, de gauche, là, les courbes, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on avait, de ce que l'ONERA a fait. Ici au centre, il y avait Andéo parce qu'ils se sont occupés aussi de la modélisation, enfin du maillage du modèle. Et puis vous voyez, par exemple, avec un très fort dérapage, quelles sont les turbulences qui sont créées par l'avion. Alors, entre-temps, on a continué à développer cet avion, et on a déposé 2 brevets qui sont un pour un décollage et atterrissage vertical. C'est le truc très à la mode. Moi, je suis pas tellement pour, parce que c'est peut-être bien pour atterrir, mais pour décoller, ça mange beaucoup trop d'énergie et c'est pas vraiment efficace. Par contre, on a développé un brevet sur la voilure rhomboïde à géométrie variable qui a là un gros intérêt, parce que ça peut éventuellement permettre d'avoir des performances qui sont variables aux différentes vitesses auxquelles on veut évoluer.
Dans les perspectives, on a développé 2 avions, le 150 le petit, le 240 c'est le deuxième qui a été aussi validé par l'ONERA. Et là on a des demandes pour faire un 240 à turbine, puisque les gens veulent que cet avion vole à 800 km/h. Ce qui nous intéresse beaucoup parce qu'on pense qu'il y a éventuellement des possibilités pour de plus gros avions de ce type. Et bien évidemment, si on travaille avec des plus gros appareils, il va falloir voler plus vite et il va falloir commencer à aller chatouiller le transsonique ou la partie haute du subsonique, et c'est pas évident avec une forme d'aile comme ça. Donc ça nous permettrait de développer ça avec l'ONERA. Et puis le futur, tout le monde sait qu'une aile rhomboïde ou une aile box wing ou une aile jointe, c'est probablement le futur dans l'aéronautique. Le problème de l'aéronautique, c'est qu'un appareil est certifié, que les certifications au jour d'aujourd'hui, elles se font en grande partie, 90%, ou voire plus, par similarité ou similitude, en disant, ben voilà, j'ai déjà dessiné ces avions, le nouveau design est basé là-dessus. Ça minimise quand même les coûts, quand on sait que la certification d'un avion, dans ces conditions, c'est à peu près 50% du budget de développement d'un avion. Ça vous dit tout de suite ce que c'est. Si les gens comme Boeing, Airbus, vous voulez construire tout de suite un appareil qui à aile rhomboïde, il faudrait qu'ils se tapent toute la certification de A à Z. Et nous, notre idée, c'est de se dire, en commençant avec des tout petits et progressivement en montant de plus en plus gros, il y a peut-être une possibilité d'établir une base. Mais ce n'est pas un projet à 1 an ou 2 ans, c'est à 20 ans, 30 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, pour vous prouver que ça marche, voilà. On a développé une catapulte pour lancer l'avion, et vous allez voir la qualité de stabilité que cet avion a dans les virages. On vole au-dessus de l'océan, regardez la stabilité, l'horizon reste absolument au centre de l'avion. Virage à AUG, c'est-à-dire avec 5 ou 6 G. C'est un avion qui, en vitesse de croisière, vole aux alentours de 110-120 km/h. Et là, vous voyez un passage à plus de 220 km/h. On ne peut pas aller plus vite parce qu'après, on le perd de vue. Il faut voir que les conditions d'essai en vol qu'on a, c'est avec obligatoirement un pilote pour récupérer. Tout est automatique, mais si jamais il y a un problème, il faut qu'on puisse sauver les meubles et surtout garantir qu'il n'y ait pas d'accident. Et l'atterrissage automatique, qui est fait en une combinaison de navigation GPS, navigation inertielle et un mini lidar pour le contrôle de l'altitude. Voilà. Donc, ça c'est les contacts. Ce qui s'est passé avec ce projet, c'est que ça nous a permis de nous rapprocher d'un très gros laboratoire, qui est certainement le plus gros laboratoire au monde, qui a toutes ces compétences et connaissances sous le même toit, c'est-à-dire que ce soit des compétences et connaissances en software et en logiciel, mais qui a aussi ses propres souffleries. Je suis canadien, j'ai eu travaillé aux États-Unis. Quand vous voulez faire le même projet que ce qu'on est en train de développer avec l'ONERA, il faut passer par 3 ou 4 ou 5 sociétés différentes. Là, sous le même toit, on a accès à toutes ces possibilités ou toutes ces technologies, et c'est un gros avantage.